Bonjour à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème du burn-out. Alors, cette affection qui atteint pas mal de personnes actuellement sera certainement abordée à différentes reprises sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais l'aborder sous l'angle de son lien avec nos sous-personnalités. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres, car j'ai vu une enquête récemment qui date de octobre 2023, donc qui est toute récente, qui vient de l'OMS, et qui nous dit que en France, je lis, 54% des personnes, des salariés éprouvant des signes de burn-out n'en font pas part à leur hiérarchie, que parmi les personnes qui en font part à leur hiérarchie, parmi ces personnes-là, 34% de ceux qui le font donc ne reçoivent pas le soutien nécessaire de leur employeur ou de leur manager. Au total, un collaborateur sur deux exprime un sentiment de négligence, un manque d'accompagnement de la part du manager, de l'employeur, de la direction, estime qu'il y a un manque de reconnaissance envers leurs efforts et leur travail, et estime que la satisfaction des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise est reléguée au second plan pour mettre en avant la satisfaction client. Donc, on voit bien ici que les salariés, dans ce cas-là, sont vraiment, dans ces cas-là, sont vraiment, expriment vraiment un sentiment de relégation, de non-reconnaissance, de manque de soutien. Alors, dans cette première partie, on va déjà commencer par mettre des éclairages sur différents aspects, différentes notions. Donc, on va commencer bien évidemment par le burn-out, qui est un syndrome d'épuisement professionnel, donc un épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans une situation de travail exigeante sur le plan émotionnel. Alors attention, on parle de façon générale de burn-out, mais il y a également ce qu'on appelle le bar-out, qui est lui plus en lien avec l'ennui au travail et des tâches rébarbatives, des tâches voilà, inintéressantes, et le burn-out qui lui est en lien plus avec la perte de sens. En fait, moi, ce que j'observe parmi les personnes avec qui j'ai des entretiens au quotidien, parmi toutes les personnes qui sont déclarées burn-out par leur médecin, la médecine du travail, etc., qui sont reconnues dans cet état-là, en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que bien souvent, il y a un mélange des trois. Il y a une partie burn-out, il y a une partie bar-out et il y a une partie burn-out. Euh, alors, quel que soit l'état exact qui a été diagnostiqué, en fait, les effets sont relativement identiques. Donc, sur le plan physique, on va avoir beaucoup de tension musculaire, énormément de fatigue, des troubles du sommeil, des maux de tête, des vertiges, des troubles gastro-intestinaux, des maux de ventre, des infections et des problèmes cutanés. Au niveau mental, intellectuel, on va avoir une perte de sens, conflit avec les valeurs, des troubles de la concentration, des difficultés dans la prise de décision, de l'incapacité à aboutir à des résultats, ou du moins un sentiment d'incapacité à aboutir à des résultats. Sur le plan émotionnel, on va avoir de la colère, des sentiments de désespoir, des pleurs, des peurs qui vont remonter, un manque d'envie général, particulièrement le matin, une difficulté à se lever, une sensation de vide intérieur, une sensation de désengagement, voilà, de plus se sentir concerné par ce qui se passe autour de soi, euh, une dévalorisation intérieure, une dévalorisation de soi, une mésestime de soi qui augmente. Et puis, alors, ça peut être aussi une agressivité envers les autres ou alors un repli sur soi. C'est-à-dire qu'on va avoir une relation à l'autre qui va se modifier.
Et l'ensemble de ces trois types de facteurs, donc physique, émotionnel et mental, vont donner une sensation la sensation d'être pris au piège, en fait, d'être dans une situation, dans une impasse qui nous permet pas de pouvoir réagir, qui ne nous permet plus de sortir de là et d'être dans un espèce de champ hostile qui va bien évidemment faire que grossir, que grossir, que grossir. Alors, ça, c'est pour le côté diagnostic du burn-out. On a des gens qui vont développer ce type de pathologie. Je le mets entre guillemets parce que vous comprendrez plus tard pourquoi je ne veux pas non plus trop le mettre dans le diagnostic de pathologie. Chaque item, chaque symptôme devient une pathologie, mais le burn-out en soi n'en est pas forcément une. Donc les gens qui vivent ce type de situation vont avoir soit des postes avec, par exemple, des périodes d'intensité, d'activité intense et des périodes qui vont vraiment, où ça va vraiment redescendre. Donc elles vont être comme ça sur des courbes sinusoïdales où il va y avoir énormément de travail. Et puis, ou alors elles vont vraiment s'épuiser à travailler énormément. Et puis tout d'un coup, ça redescend. Et là, c'est l'ennui mortel. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus pourquoi on est là. Voilà, il y a de la difficulté à vivre cette période de redescente. Et puis après, ça remonte et on s'épuise à nouveau. Il y a d'autres possibilités. C'est aussi sur le curseur. C'est pas forcément le burn-out, c'est pas forcément une énorme activité où on a trop de travail. Souvent, on pense à ça, on dit oui, c'est parce que j'avais trop de travail, j'étais surchargée, on m'a donné trop de dossiers, trop de ci, trop de ça, etc. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi une question de curseur sur une intensité, en fait. C'est-à-dire, cette tâche, par exemple, dans un ensemble de tâches, il y a des tâches qui vont vraiment me correspondre, que j'aime accomplir, qui me donnent un sentiment d'être utile, d'être présent, d'être connecté à qui je suis, etc. Et d'autres tâches qui le sont moins. Et en fait, le curseur, ça va être quelle est cette part de tâches que j'aime moins faire. Et au bout d'un moment, c'est là que je vais commencer à avoir de l'ennui. Si ces tâches-là prennent trop d'importance par rapport aux tâches que j'aime faire, alors l'ennui s'installe. Alors ce sentiment d'être un robot quelque part, de faire toujours la même chose, de faire des tâches qui me semblent à moi inutiles ou secondaires, ou qui pourrait être délégué, va s'intensifier et va me mettre dans ce sentiment d'ennui au travail, oui, dans quelque chose de rébarbatif, dans quelque chose d'inintéressant, qui prend trop de place dans l'ensemble des tâches que je dois accomplir. Ça, c'est aussi alors là, du coup, on rejoint plus le burn-out, mais qui va être diagnostiqué avec les mots burn-out. Et puis, après ça, ou parallèlement à ça, peut se mettre aussi en place une perte de sens. Donc la perte de sens qui va être euh, euh, par exemple, j'ai des tâches qui m'intéressent, que j'aime, j'ai un travail qui me plaît. Souvent, les gens qui font des burn-out sont sur des activités qui leur plaisent au départ, hein. Donc ça me plaît, je me sens à ma place, je fais des tâches que j'aime accomplir, je suis bien entourée, etc. etc. Et puis, il y a quelque chose qui change au niveau de la direction, par exemple, au niveau du protocole à suivre, ou du public à qui j'ai affaire, ou du type de dossier. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place différemment. Une nouvelle politique directoriale, une nouvelle politique, voilà. Et ça influe
sur les tâches que j'ai à faire. Et là, je me reconnais plus, en fait. Là où je me sentais utile à ma place, où j'avais cette sensation d'exprimer qui j'étais, en fait, avec ces nouveaux apports, ça perd de la valeur. Par exemple, on va me demander de faire, de réduire le temps je consacre à telle activité ou à telle relation avec les clients ou à telle relation avec des patients, etc., pour faire une autre tâche qui, moi, ne me plaît pas, qui n'a pas de sens pour moi. Et là, du coup, comme tout à l'heure, là où je me sentais bien et investie et à ma place, tout ce champ-là va se réduire au profit d'un autre champ qui est en train de s'expanser et qui fait qui n'est pas relié à qui je suis, qui peut être très bien relié à quelqu'un d'autre, hein, mais qui en l'occurrence n'est pas relié à qui je suis et qui va effectivement faire en sorte faire en sorte, oui, que le sens que je donne à ce travail s'amenuise et que je perde tout sens au travail. Alors, je vous ai relaté un petit peu les conséquences physiques, émotionnelles et mentales que ça peut engendrer. Euh, avec voilà, ce torboyau, cette sensation voilà, d'avoir le ventre qui se vrille à certains moments, cette difficulté à se lever, à plus pouvoir, parce qu'on perd le sens, justement. C'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à se lever. Tout est relié, en fait. Hein, c'est pas un symptôme par-ci, un symptôme par-là. En fait, tout est relié. Et comment se manifestent ces mots dans notre corps? Alors là, c'est pareil, je voudrais redonner un petit éclairage sur la manifestation des maux et des maladies en général, hein, c'est valable pour tout. Là, on va se concentrer sur les symptômes du burn-out. Tout se passe d'abord dans nos corps subtils. Donc, nous avons 7 corps subtils. Donc, en fait, 7 corps. On a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental inférieur et supérieur, le corps causal, le corps bouddhique. Tout ce qui se passe, que je ressens, que je vis au travail dans ces moments-là, cette perte de sens, ce décalage avec mes valeurs, cette fatigue, voilà, tout ça, ça commence d'abord dans le corps mental inférieur et dans le corps émotionnel. C'est-à-dire que ça va commencer par mes émotions. Ce que je vis au travail m'apporte, c'est pas que ça m'apporte, fait surgir en moi des émotions agréables, désagréables. Bien souvent, on a plutôt tendance à prendre en compte les émotions agréables et à laisser de côté celles qui sont désagréables. Quand on les laisse de côté, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc elles sont là, donc j'ai voilà, une petite peur de ne pas réussir à faire telle nouvelle chose, ou j'ai une petite sensation voilà, désagréable parce que j'ai pas tellement envie de faire cette tâche-là aujourd'hui. Voilà, je recommence cette tâche que j'aime pas, alors que bon, j'étais tellement bien dans cette relation avec mon client-là, et puis hop, paf, il faut que je me remette à faire la saisie de données ou voilà, quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise, ou alors voilà, j'étais dans une interaction agréable avec un client qui passait, mais bon, il faut que je reprenne les nouveaux articles et que je les passe en caisse, etc. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre du désagréable, que j'accepte, parce que de toute façon, ça fait partie de mon emploi. Et du coup, moi, j'ai décidé de me focaliser sur ce qui était agréable pour moi, bien évidemment, pour pouvoir voilà, vivre au quotidien. Mais il y a ces petits grains de sable qui commencent à grossir. Et en fait, tout ça arrive, se matérialise quelque part d'abord dans le corps mental et dans le corps émotionnel. À force de ne pas les regarder, en fait, toutes ces énergies, puisque l'émotion n'est qu'une énergie, hein, toutes ces énergies vont se cristalliser. Qu'est-ce que ça veut dire se cristalliser? Ça veut dire qu'elles vont commencer à vibrer différemment. Elles vont se densifier. Donc la densification, c'est quoi? C'est juste que la vibration va se ralentir.
La différence entre le corps physique et les différents corps subtils, c'est juste une question de vibration. Le corps physique, on va vibre beaucoup moins vite que le corps éthérique, qui lui-même vibre beaucoup moins vite que le corps émotionnel, etc., etc. Donc tout ce qui va être dans mon corps mental inférieur, pardon, ou dans mon corps émotionnel, va commencer à se densifier, donc à vibrer. Ces énergies vont, alors pas l'entièreté du corps, bien évidemment, à certains endroits, là où il y a des émotions que je ne regarde pas, qui sont désagréables, ça va commencer à se densifier, à vibrer un petit peu moins vite, à se densifier de plus en plus. Ça va commencer à apparaître dans le corps éthérique, c'est-à-dire que ça va faire un champ de densification. Il y a des gens qui voient très bien ça, hein. Et puis, petit à petit, ça va se densifier de plus en plus et apparaître dans mon corps physique. C'est là que les mots vont commencer à apparaître. Mais quand vous commencez, vous, à avoir mal au ventre, à avoir des troubles du sommeil, à avoir des vertiges, à avoir voilà, des boutons qui apparaissent, des plaques, d'eczéma ou autres, voilà, tout un tas de choses comme ça, en fait, c'est juste l'expression physique densifiée de ce qui était déjà présent dans votre corps émotionnel. Donc, vous voyez bien que le temps que ça arrive comme ça, que ça se densifie, se passe dans notre incarnation un temps assez important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des tonnes de signes avant-coureurs qui n'ont pas été regardés, qui n'ont pas été entendus, en fait. On a laissé passer les choses et elles ne se sont pas évaporées. Rien ne s'évapore, en fait. Donc l'énergie est là. Il y a une émotion qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été entendue, qui n'a même peut-être même pas été vue, conscientisée. Mais en fait, elle est bien là. Donc elle est là et petit à petit, si à récurrence, si c'est tous les jours, eh ben, au bout d'un moment, ça se densifie, ça commence à vibrer de moins en moins vite, ça se densifie et ça arrive sur des problèmes concrètement physiques. Voilà. Donc ça, c'est pour la manifestation des mots dans le corps. Donc pour dire que effectivement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous commencez à avoir des signes physiques du burn-out, c'est généralement là qu'on commence à s'en apercevoir. Ça veut dire qu'avant, bien avant ça, il y avait d'autres signes qui n'ont pas été vus. Voilà. Troisième point sur lequel je voudrais apporter un éclairage aujourd'hui, c'est celui donc des sous-personnalités, puisque c'est le thème qui est en lien avec le thème du burn-out. Alors, qu'est-ce que sont nos sous-personnalités? On n'est pas fait d'un bloc monolithique, bien évidemment. Donc, on est un ensemble de parts, de parties de soi, qui se régissent les unes les autres. Donc en fait, on se construit de notre naissance, voire même avant, jusqu'à l'âge où on est aujourd'hui. La personnalité se construit au fil des années et se forge à partir de notre nature, à partir de nos dons, à partir de nos talents, mais aussi à partir de nos désirs, de nos besoins, qui ont été assouvis ou pas, qui ont été assumés ou pas, qui ont été réalisés ou pas. Et de là naissent nos sous-personnalités. Alors, elles vont émerger sous tout un tas de formes. On a énormément de sous-personnalités. Donc, on va avoir, par exemple, alors là, je parle au féminin, mais c'est pareil pour les hommes, hein. On va avoir la femme qui est en soi, on va avoir l'amante, on va avoir l'épouse, on va avoir la mère, on va avoir l'accompagnante, l'enseignante, la femme médecin, on va avoir la soignante, on va avoir l'accompagnante, on va avoir celle qui écoute, etc., etc. Mais aussi celle qui a besoin
par exemple, d'être libre, celle qui a besoin de silence, celle qui a besoin de sécurité, celle qui a besoin de s'exprimer, celle qui a besoin d'être écoutée, celle qui a besoin d'être choyée, celle qui a besoin d'être aimée, etc., etc. Et aussi celle qui a peur, celle qui va râler, celle qui va juger, celle qui va harceler, celle qui va jalouser, etc. etc. Donc vous voyez que on a là des champs énormes de sous-personnalités qui sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'on voit une partie de soi, celle qui nous arrange. Donc, par exemple, je vais voir la femme qui est une bonne maman, qui est une bonne collaboratrice, qui aime faire plaisir, qui ci, qui ça, etc., etc. Donc, tous les aspects qui sont plutôt étiquetés positifs de soi. Et puis toutes les parts de soi qui vont être plus dans la peur, dans le jugement, voilà, dans le harcèlement, voilà, qui a des besoins, etc., qui sont plus sombres, entre guillemets, on va moins les regarder. Et on va être obligé de les regarder à certains moments parce que ces parts-là de nous vont reprendre un peu de terrain. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe quand on agit dans la vie, quand on réalise quelque chose, quand on fabrique, quand on met en place un projet, quand on travaille tout simplement, on va avoir plusieurs parts de nous qui vont s'allier pour que tout fonctionne en fait. Donc elles vont s'allier pour concrétiser un projet. Voilà, alors je sais pas, moi par exemple sur un projet de vulgarisation sur un sujet de type émancipation de la femme, eh ben, on va avoir bien évidemment la femme, la part de soi féminine qui va se mettre, mais aussi la féministe, et puis peut-être l'avant-gardiste, et puis celle qui aime, voilà, celle qui aime la nouveauté, le changement, l'imprévu. On va avoir celle qui est plutôt enseignante, qui va avoir un discours voilà, qui va être compréhensible par tous. On va avoir celle peut-être accolée à la féministe à ce jour-là, qui va juger d'autres femmes ou d'autres hommes, etc., ou la société, voilà, etc., etc. Vous voyez, on va avoir plein de parts de nous comme ça qui vont s'allier pour mettre en place ce projet, pour qu'il tienne la route, pour qu'il soit compréhensible par tous, etc., qu'il soit diffusé. La communicatrice aussi va se mettre en jeu, etc., etc. Le souci, c'est que si on est toujours dans des projets qui font appel aux mêmes parts de nous, par conséquent, il y a tout un tas de parts de nous qui ne vont jamais être mises en lumière. On ne va jamais faire appel à elles pour quoi que ce soit. Donc, ces parts de nous qui n'ont jamais le droit au chapitre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Donc, soit on leur donne des situations où on peut les solliciter, soit si on ne leur donne pas des situations où elles peuvent être entendues, eh bien, elles vont à certains moments crier plus fort. Vous commencez à voir le lien avec le burn-out, c'est-à-dire que ces parts de nous qui ne sont pas entendues à certains moments, eh ben, il y a d'autres moments où elles vont commencer à se mettre en route comme un paquebot, j'ai envie de vous dire, quelque chose, voilà, quelque chose qui va se mettre en route doucement, lentement, mais profondément, en fait. Et petit à petit, ça va prendre de l'ampleur et ça va jaillir à l'extérieur, ça va remonter, ça va émerger. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va se dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe, etc. En fait, si, c'était déjà là depuis un moment, c'était dans notre corps émotionnel, c'était dans les parts de nous qui n'étaient pas entendues ou qu'on ne laissait pas s'exprimer, et à un moment, ça remonte. Alors, tout ça pourquoi?
pour en venir où? La question qu'on a peut-être à se poser quand on commence à avoir des signes de burn-out, je dis burn-out pour les trois, hein, les 3 B qu'on appelle burn-out, bore-out, brown-out, c'est difficile à exprimer. Euh, Quand on commence à avoir les signes, ou quand on y est déjà, ou quand on a déjà passé le cap de, de la rupture intérieure, euh, on est quand même en droit de regarder et de se demander ce qu'il se passe exactement. Est-ce que c'est euh, mon travail, mon emploi, mon manager, mon entreprise qui est en cause là, dans ce burn-out? Ou est-ce que c'est de ma responsabilité? Est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui soient discréditantes, maltraitantes, etc., etc. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a des managers qui soient trop durs, qui ne soient pas à l'écoute, etc. Oui, bien sûr que ça existe. Ça ne veut pas dire que les emplois sont faciles, etc., qu'il n'y a pas des emplois difficiles à vivre, etc. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est une réalité. Mais le fait que j'aille jusqu'à un burn-out, c'est de ma responsabilité. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, récemment, j'ai eu un entretien avec une femme assez jeune, d'une trentaine d'années, euh, qui avait démissionné, me semble-t-il, ou été licenciée suite à un burn-out. Elle était encore dans cette période de burn-out. Cette personne que je vais appeler Lisiane commence à m'expliquer sa situation professionnelle, ce qui s'est passé pour elle, comment les choses se sont enclenchées, comment ça a gonflé, jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus, jusqu'à temps qu'elle soit obligée de s'arrêter. Non, licenciée, ouais. Et qu'elle ait été licenciée. J'ai essayé à plusieurs reprises de la solliciter sur certaines choses, à lui expliquer certaines choses, mais c'était pas possible. En fait, je ne pouvais pas dire quoi que ce soit. Elle parlait, elle parlait. Donc j'ai fait le choix de la laisser parler jusqu'au bout. Cette dame, cette femme m'a dit qu'elle portait un trouble de l'attention avec une hyperactivité, un TDAH. Et donc, elle m'expliquait que, voilà, donc elle avait fait son burn-out, qu'elle avait nanana, qu'elle travaillait pas, mais que là, elle était déjà en recherche d'un autre emploi, et que si et que ça, qu'elle avait déjà des contacts, etc., mais que si jamais ça marchait pas, tatati, tatata. Quand elle a fini de parler, je l'ai ramenée, je l'ai reconnectée à elle. Et en fait, je lui dis, mais écoutez, vous voyez bien que depuis une demi-heure, 40 minutes que l'on est en train de discuter, vous ne vous autorisez pas à me donner quelques secondes, quelques minutes de parole. Donc, je ne prends pas ça du tout pour de l'impolitesse ni quoi que ce soit. Moi, ça me montre juste que vous ne pouvez pas, vous-même, prendre quelques minutes pour vous donner la parole, pour vous écouter. Donc en fait, cette dame était en train de parler, 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 parler pour remplir son espace et ne pas avoir à s'écouter. Et qu'est-ce qu'elle avait fait en fait? Elle avait donné toute la place à son trouble. Donc le TDAH était au règne de sa vie. Elle s'identifiait totalement à ce trouble et avait complètement mis de côté tout le reste. Donc tout ce qu'elle pouvait dire, faire, penser dans sa vie était relié à son TDAH. Vous voyez bien que là, du coup, il y avait dysfonctionnement. Et que du coup, si elle repartait sur autre chose, ça allait être exactement la même chose. Donc cette situation-là, de burn-out, était la meilleure situation qu'elle pouvait vivre à ce moment-là, parce que ça l'obligeait à s'arrêter. Parce que c'était un arrêt brutal. Donc dans l'invisible, les choses étaient très claires pour elle.
son âme, sa présence divine, c'était maintenant stop, tu arrêtes. Tu arrêtes de t'agiter dans tous les sens, tu arrêtes de parler dans tous les sens, tu es en train de t'écarter de qui tu es et tu reviens à toi. Donc c'est la meilleure situation qu'elle pouvait vivre. C'était la meilleure situation qu'il soit pour elle à ce moment-là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne mets pas forcément le burn-out dans la catégorie pathologie. Les symptômes peuvent être même graves parfois, hein. Mais le burn-out lui-même, l'ensemble de tout ça, l'étiquette que l'on met sur cet ensemble de symptômes, n'est pas une pathologie. C'est certainement un cadeau, en fait. Bien souvent, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans la mesure où on va prendre le temps de déballer ce cadeau et de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de voir ce qu'il nous apporte. Récemment, j'ai eu un autre entretien avec une autre personne que je vais appeler Nathalie, en situation de burn-out aussi, et qui, elle, de son côté, avait choisi de prendre le temps de comprendre ce qui se passait pour elle et de prendre le temps qu'il lui faudrait pour... Alors, elle n'était pas en cheminement spirituel, mais en fait si, inconsciemment, m'a-t-elle dit, pour se réajuster. Vous voyez bien que c'est bien ça dont il s'agit là. Elle voulait se réajuster avant de repartir. Et là, on est vraiment au cœur du burn-out. Au cœur du burn-out en lien avec les sous-personnalités, les parties de nous que l'on n'a pas entendues, que l'on n'a pas voulu entendre, que l'on n'a pas laissé s'exprimer et qui à un moment vont réémerger, reprendre le dessus et se montrer à la lumière du jour. Alors, pour récapituler, le burn-out, il faut vraiment se dire que c'est un cadeau. Je vais redire ce mot-là parce que je crois que c'est vraiment ça. C'est un cadeau dans le sens où ça vous permet, comme peut l'être parfois des situations de chômage, ça nous permet de ne pas avoir à aller au travail tous les jours, de pouvoir rester chez soi, de pouvoir se reconnecter à soi et se dire je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, de mes émotions et de mon corps. Rien que ça. Voilà. Et ces besoins, ces émotions et mon corps sont comme une boussole qui me permettent de m'aligner avec l'énergie de ma présence divine, avec mon soi supérieur. Et tous ces signaux qui m'ont été dispensés, auxquels j'ai été sourde ou sourd, ont provoqué une manifestation physique que je n'ai pas écouté non plus, qui a provoqué des signaux un peu plus forts, que je n'ai pas écouté non plus, qui ont provoqué des manifestations physiques un petit peu plus fortes, etc., etc., etc. C'est le cercle involutif dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Le cercle de la maladie, en fait, de la cristallisation de l'énergie jusque dans le corps physique. Donc, quand on parle de responsabilité, de choix de sa vie, je n'ai pas choisi de vivre un burn-out ou un burn-out ou un burn-out. Je l'ai créé, en fait, en réalité, peu à peu, à force d'être dissociée de qui je suis, à force de faire semblant, à force de me mentir à moi-même, à force de ne pas être à mon écoute. Pour terminer, j'ai envie de vous partager un rêve que j'ai fait cette nuit, justement, donc qui m'était destiné à moi comme signe, hein, qu'il faut que je prenne en compte, mais qui était aussi, je pense, destiné à vous tous qui écoutez cette vidéo, qui la visionnez, parce que je devais enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Je vous enlève, enfin je vous épargne tout le contexte parce que ça a été un rêve assez long. Mais il y a une scène très, très symbolique de tout ça, avec trois personnages. Donc un personnage masculin qui était en fait décédé dans la réalité, mais qui était là bien vivant dans mon rêve.
une autre femme et moi-même. Et en fait, arrive cette femme avec... Moi, j'étais en train de regarder à ce moment-là du rêve, j'étais en train de regarder cette scène devant moi, qui se déroulait devant moi, et avec une femme qui arrivait comme ça, qui descendait un escalier et qui se dirigeait vers cet homme. Et elle avait une télécommande à la main. Et cette femme vraiment émanait une confiance en elle extraordinaire, un aplomb terrible. Elle était voilà bien mise, bien coiffée, un regard oui fort, perçant, une vraie personnalité, une douceur aussi, mais une force intérieure. Et elle avance avec cette télécommande à la main et elle s'approche de cet homme. Et en fait, cette confiance peut-être un petit peu trop aiguisée chez cette femme devenait un petit peu de l'arrogance. En fait, elle jouait aussi de sa séduction pour séduire cet homme-là. Et, euh, et à force de se rapprocher si près avec un peu cette arrogance, l'homme lui chipe là, mais vraiment c'était ça, parce que c'était, on voyait lui un petit sourire en coin, lui chipe sa télécommande, et je vois cette femme qui se transforme instantanément. Elle perd de sa superbe, elle perd même des centimètres quasiment, et je vois une petite femme recroquevillée sur elle-même, voilà, avec voilà le cheveu terne, voilà, plus très jolie, qui n'a plus de confiance en elle, qui râle, qui pleure, on voit une sorte, enfin, avec une aura un peu noire, pleine de colère, pleine de rancœur, pleine de ça, et qui s'en va comme ça vraiment en marmonnant, en jurant, en râlant. Et je vois cette scène, et je vois que j'ai une télécommande dans ma main, en fait. Et à l'intérieur de moi, je sens voilà, des choses qui étaient pas forcément très fluides. Et je comprends le truc. Et du coup, j'appuie sur un bouton de ma télécommande et les choses s'illuminent à l'intérieur de moi. Et je sens effectivement ce bien-être qui commence à s'installer et la paix qui s'installe en moi. Vous voyez pourquoi je vous partage ce rêve. C'était vraiment très symbolique. C'était vraiment tu as tout ce qu'il faut en main. Tu as la télécommande. Appuie sur un autre bouton, change de chaîne et tu vas passer effectivement de cette confiance en toi, enfin, ou de l'un à l'autre en fonction du bouton sur lequel tu appuies. Donc, est-ce que je choisis de, de me prendre en main et de vivre, de vivre la paix et la confiance en moi et en l'univers? Est-ce que je continue à cheminer comme ça, ou est-ce que je choisis d'être celle qui va accuser l'autre, qui va faire porter sur l'autre ma problématique, en fait? Est-ce que je donne mon pouvoir à l'autre? Est-ce que je lui donne la possibilité d'agir sur moi, ou est-ce que c'est moi moi seule, qui peut agir sur moi? Est-ce que c'est l'entreprise, mon employeur, mon manager qui provoque mon burn-out, mon poste, mon emploi, mes tâches? Ou est-ce que c'est moi qui l'ai créé petit à petit? Voilà les amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la deuxième partie, bien évidemment, de cette vidéo, où là je vais bien évidemment vous donner des clés pour décrypter tout ça, pour avancer, pour utiliser tous ces signes et symptômes pour cheminer, et bien évidemment de façon spirituelle, pour avancer intérieurement et voilà, peut-être éviter le burn-out, mais si vous êtes déjà dans les symptômes, pouvoir quitter cet état d'une façon constructive et évolutive. Voilà, je vous dis à tout bientôt et dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite.